Allez, bonjour à tous. On va démarrer parce que Stéphane et Pascal sont là sur les starting blocks. Ils ont beaucoup voyagé pour arriver jusque chez nous. Donc, un gros réseau est heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire qui remplace notre semaine de l'agroécologie. Donc, du fait des conditions, on ne peut pas le faire en présentiel et on ne peut pas accueillir Stéphane et Pascal qui pourtant se faisaient un plaisir de venir localement. C'est remis à plus tard, mais on a quand même décidé de maintenir l'événement sous un format web binaire. Voilà. Donc pendant 2 heures, ils vont intervenir sur la mise en œuvre et l'évaluation de systèmes agroécologiques, avec notamment la plateforme Cassis à Dijon, et puis la démarche aussi personnelle en tant qu'agriculteur de Pascal. Ils vont se présenter. Concernant le déroulé de ce webinaire, on va laisser la parole qu'aux intervenants. Et pour vous qui suivez ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions et par écrit avec l'outil Converser que vous pouvez avoir en bas de votre de vous pouvez le faire apparaître. Vous posez vos questions par écrit et puis on les retranscrira à la fin de leurs interventions et ils répondront à vos questions ainsi. Voilà. Et en espérant qu'il n'y ait pas de soucis techniques, mais ça a l'air de très bien fonctionner, en tout cas pour nous. Je laisse la parole à Pascal et Stéphane pour la suite. Très bien, merci Patrice. Donc bonjour à tous. Effectivement, on avait prévu d'intervenir dans cette semaine de l'agroécologie organisée par AgroRéseau 64. On va se présenter sur la diapo suivante. À titre personnel, on s'était déjà rencontrés avec les collègues d'AgroRéseau 64 et les agriculteurs, puisque j'étais venu lors de la dernière assemblée générale l'année dernière. Et c'est de là qu'était née l'idée de vouloir continuer les discussions. AgroRéseau 64 a pour habitude de continuer les discussions avec les intervenants qui font intervenir auprès du groupe pour poursuivre les discussions. Et au cours de cette semaine-là, du coup, l'idée, c'était plutôt de vous présenter lors de ce séminaire, de ce webinaire-là de 2 heures, deux démarches. Une démarche plutôt axée agriculteur avec l'exemple de Pascal et une démarche plutôt expérimentale autour de la plateforme Cassis sur le domaine expérimental INRAE à Dijon, qui ont toutes les deux eu pour vocation par le passé et actuellement de concevoir des systèmes agroécologiques, de les mettre en œuvre et de les évaluer avec des critères qui du coup sont propres à ces deux démarches-là, des démarches agriculteurs ou des démarches expérimentales, avec des objectifs qui sont différents assignés à ces systèmes agroécologiques. Et donc, on va vous présenter ça par la suite, ces deux démarches-là, qui se rejoignent sur pas mal de points et qui diffèrent pour autant dans leur approche et dans leurs objectifs. Et donc, du coup, je vais tout de suite commencer par me présenter avant de laisser la parole à Pascal. Donc, moi, je suis chercheur à INRAE dans l'UMR agroécologie à Dijon. J'ai un parcours agricole dans ma formation. Je suis petit-fils d'agriculteur et je suis arrivé à la recherche avec la vocation de faire une recherche très appliquée. Je mène 99% de mes activités de recherche au champ, soit directement avec des agriculteurs en observant leurs pratiques et en faisant des suivis dans leurs parcelles, soit en faisant des expérimentations directement chez eux. Et aussi beaucoup sur le domaine expérimental de l'INRAE de Dijon, le domaine des poisses. Et notamment, je co-anime avec ma collègue Violaine Détieux, avec qui on a préparé cette présentation, la plateforme Cassis. J'ai eu une expérience aussi aux États-Unis dans le cadre de mes activités de recherche. J'ai travaillé pendant 1 an sur le semis direct, les couverts, la gestion de la flore adventice dans l'État de New York à l'Université de Cornell. Je continue beaucoup à travailler avec eux et ça a été pas mal inspirant sur un certain nombre de pratiques pour pouvoir les tester dans nos systèmes sous nos latitudes à nous. On va parler de Cassis. C'est ça. Du coup, comme on vous l'avait dit tout à l'heure en introduction, cette séquence-là autour de la conception et l'évaluation de systèmes de culture sous l'angle de deux démarches. Du coup, la présentation, elle est en deux parties. Une première partie sur une démarche agriculteur que vient de présenter Pascal à l'instant.
Et puis une deuxième partie qui est une approche expérimentale sur un domaine expérimental qui est l'unité expérimentale du domaine des pois, qui est le domaine expérimental de l'INRAE à Dijon. Et du coup, je vais laisser Pascal au début présenter le domaine expérimental, ses potentialités agricoles pour que vous visualisez un petit peu le terroir dans lequel on expérimente. Et puis du coup, après, je présenterai un petit peu les fondements de la plateforme Cassis. Et puis avec Pascal, on présentera quelques focus sur des choses qui se sont passées sur la plateforme Cassis depuis son lancement, des évolutions de pratiques agricoles qui en ont découlé, parce que tout l'enjeu de cette plateforme-là, c'est aussi d'éclairer ça, d'éclairer les choix qu'on a faits, le raisonnement qu'il y a derrière, les observations qu'on fait, et même dans les premières années, les modifications que l'on fait pour pouvoir inspirer potentiellement ou discuter avec des agriculteurs, notamment lors de réunions de bout de champ, sur les adaptations que l'on pourrait faire dans d'autres situations de production. Donc, ce qu'on va vous parler là, de la même manière que ce que vous a parlé Pascal sur sa situation personnelle, ne sont pas des expériences qui ont vocation à être reproduites à l'identique et les recettes dans d'autres systèmes. On voit que la question de Patrice à l'instant à Pascal Farcy sur c'est quoi le raisonnement qu'il y a derrière ta rotation amène plutôt du coup à réfléchir quels sont les grands principes que l'on mobilise plutôt que quelles sont les recettes que l'on teste. Et donc, du coup, c'est de ça qu'on va parler sur la plateforme Cassis, après que Pascal, du coup, vous ait présenté le cadre de qu'est-ce que c'est que cette unité expérimentale du domaine des pois et quel est le contexte de la situation de production. Je te fais passer les diapositives, du coup, Pascal. OK. Donc, me voilà sur mon activité principale. Hein, c'est mon 80%. Donc, il n'y a que le mercredi que je ne suis pas sur le domaine. Aujourd'hui, donc, chef de culture et à conduire avec mes collègues l'essai Cassis. Alors, on est en plein milieu de la plaine dijonnaise, sur des sols à bon potentiel. Donc, les 80 quintaux, voire 90, pas loin des 100, normalement, on doit pouvoir les espérer. Et donc, sur ce domaine, historiquement, c'est un domaine végétal. Bon, il faut remonter dans les années 70 pour qu'il soit animal, mais on n'en parle pas. Domaine végétal avec beaucoup d'expérimentation en micro-parcelles, à peu près sur un quart de la surface. Donc, des expérimentations sur entre 15 et 20 espèces végétales, quasiment toutes les céréales d'hiver et de printemps. En gros, il n'y a pas de sorgho. Et puis, il n'y a pas les cultures méditerranéennes. Pour le reste, tout à peu près présent sur le domaine. Et un domaine qu'on conduit à une vingtaine de personnes, entre les personnes administratives, un mécano, et puis donc 5-6 personnes qui vont s'occuper des essais analytiques, et puis 3-4 personnes qui, elles, vont conduire les parcelles. Alors, des parcelles de 2 à 3 hectares en moyenne chacune, donc 130 hectares très groupés autour du corps de ferme du bâtiment, des parcelles qui sont drainées en totalité par des drainages en poterie et avec un réseau d'irrigation qui permet de couvrir tout le domaine et un pompage d'eau dans le canal de Bourgogne. Donc, et deux systèmes enrouleurs rampes d'irrigation pour irriguer ces 50 parcelles. Là, aujourd'hui, la surface du domaine, les 130 hectares, se retrouvent donc répartis un peu différemment de l'origine depuis la mise en place de l'essai Cassis en 2018, où on se retrouve avec une quinzaine d'hectares d'essais analytiques. On a réduit quand même un petit peu les surfaces d'essais micro-parcelles en rotation sur 3 ans. 14 hectares, ça c'est une plateforme de phénotypage au débit en collaboration avec Terrinovia sur 4 parcelles. Et donc une centaine d'hectares, c'est plutôt 110 hectares, c'est l'essai système de culture, alors principalement Cassis, dont on va parler par la suite, et avec un essai sur 2 hectares et demi, un essai réseau peste, donc 0 pesticides, mais de la fertilisation minérale, qui lui est en place depuis 7 ans et qui a vocation à durer encore 2-3 ans. Et tout cela découpé par 13 hectares d'infrastructures agroécologiques sous forme de bandes fleuries, bandes enherbées, haies,
qui découpe le domaine entre chaque parcelle. Chaque parcelle a au minimum une bordure ou deux avec une infrastructure agroécologique qu'on détaillera par la suite. Alors, les compétences sur le domaine, historiquement, depuis 2000, donc ça fait 20 ans, a été mis en place un essai système PIC Adventis, donc protection intégrée des cultures avec réduction de la dépendance aux adventices. Donc, de fortes compétences sur tout ce qui tourne autour du désherbage mécanique. Alors, tous les outils sont là, les cimeuses, la RC-tri, la houe rotative, la bineuse. Et puis, historiquement, un domaine qui était pratiquement labouré à 100% tous les ans. Donc ça, il faut remonter quand même à une bonne quinzaine d'années. Quand je suis arrivé à l'INRA en 2004, pendant 15 jours, j'ai labouré. C'était ma première prise de contact avec le domaine. Bon, depuis, ça a bien évolué. Mais ça a bien évolué parce qu'aujourd'hui, on est équipé avec un smart de semi-direct. On est équipé avec aujourd'hui de la nouvelle technologie de précision pour l'autoguidage des engins de grande culture, donc les semoirs et tracteurs autoguidés, et puis les engins plus spécifiquement adaptés aux micro-parcelles, qui eux aussi sont autoguidés. Donc une bonne collaboration entre collègues pour optimiser le RTK et le radioguidage avec tous les outils. Et du coup, comme le disait Pascal, cette longue expérience d'essai système a été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a monté la plateforme Cassis sur le domaine expérimental. Donc de 2000 à 2017, il y a eu ce fameux essai système longue durée dont l'objectif était de voir s'il était possible de réduire la dépendance à l'utilisation des herbicides tout en essayant de maintenir la gestion de la flore adventice et la performance des cultures. Et depuis 2012, l'essai Réseau Peste qui vise à conduire les cultures sans aucun produit phytosanitaire. Et dans cette démarche-là, ça nous a amené plusieurs opportunités. Déjà, la possibilité de conduire des systèmes en semi-direct, qui ont évolué du TCS au semi-direct aux alentours de 2007-2008. Donc, c'était à peu près dans la même période où Pascal est passé en semi-direct sur sa propre ferme. Vous trouverez d'ailleurs un résumé de cet essai système et notamment un focus sur le semi-direct dans un article dans le journal TCS qui est en ligne gratuitement. La perspective aussi de vouloir évoluer de cette approche système qui est vraiment parcellaire, c'est-à-dire où on fait des choses à l'échelle de la parcelle, à quelque chose de beaucoup plus paysager. C'est-à-dire avec la reconnaissance que ce qui se passe à l'intérieur des parcelles ne dépend pas forcément que des pratiques que l'on y met en œuvre, mais aussi d'un environnement paysager particulier. Ça vaut pour les insectes, ça vaut pour d'autres types de ravageurs. Et c'est pour ça qu'en 2012-2013 est arrivé, sous l'impulsion de la direction scientifique de l'INRA, ça s'appelait l'INRA à l'époque, l'idée de faire un dispositif expérimentant l'agroécologie à l'échelle du paysage. C'était un peu ça l'idée principale au départ du projet Cassis. Que l'on a retransformé parce qu'on ne voulait pas simplement s'attacher qu'à cette échelle paysagère, mais on avait aussi plein d'autres questions à d'autres échelles. Et c'est comme ça qu'est né ce dispositif Cassis, qui est en fait un acronyme anglais qui veut tout simplement dire que c'est une expérimentation de système agroécologique co-conçu avec la profession agricole. Vous allez voir après qu'il y a une grosse conviction dans le collectif et une réelle envie de faire du lien avec la profession agricole, et ce, pas qu'une fois qu'on a mis en œuvre et qu'on a obtenu des résultats, mais aussi de bénéficier de toute l'expertise des agriculteurs, des conseillers agricoles, des chambres, des coopératives, etc., à de nombreuses étapes au cours du projet pour bénéficier de l'observation que font tous les jours des agriculteurs, des conseillers dans leurs parcelles, des bonnes idées, et quelque part la reconnaissance que le savoir et l'innovation est détenue un peu par tout le monde et qu'en mettant toutes les bonnes idées sur la table, on peut faire des dispositifs innovants tout en restant dans une démarche de recherche avec du réalisme et de l'intérêt pour chacune des parties. Et donc, du coup, cette plateforme Cassis, elle a assez rapidement fixé un objectif central qui va finalement déterminer pas mal de choses que l'on y fait et pas mal de grands principes de choses que l'on y fait.
Sur la plateforme Cassis, l'idée centrale, c'est de concevoir des systèmes agricoles sans pesticides qui utilisent la biodiversité cultivée et sauvage comme moyen de production. Alors derrière ça, il y a plein de mots et qui sont tous très importants. Ce sont des systèmes qui sont sans pesticides, donc c'est-à-dire sans aucun pesticide, même aucune méthode de biocontrôle. Pourquoi? Justement par rapport à ce qui est écrit juste derrière, dans l'objectif de démontrer l'hypothèse de recherche que l'on peut se servir de la biodiversité cultivée et sauvage comme moyen de production. En fait, vous avez sûrement beaucoup entendu parler dans plein de conférences, partout, peut-être même à l'école pour ceux qui sont encore à l'école. On est tous encore toujours un peu à l'école, mais que la nature elle est bien faite, qu'il y a des carabes qui mangent des graines, qui mangent même des colzas, comme l'a présenté Pascal tout à l'heure, qu'il y a des mycorhizes qui vont chercher de la fertilité, qu'il y a des régulations biologiques, qu'il y a des pollinisateurs qui peuvent polliniser les cultures, etc., etc. Toutes ces choses-là sont vraies, il y a des preuves de concept, on observe des choses. Par contre, il n'y a pas de démonstration complète que si on met tout ça bout à bout et qu'on essaye de maximiser ces processus biologiques, de les faire tourner entre guillemets à plein tube, que tout ça, ça peut nous permettre d'avoir une production durable, autant d'un point de vue économique, environnemental, social, etc. Et l'objectif de Cassis, c'est justement de tester cette hypothèse-là et donc de se mettre dans le cadre d'une production sans pesticides pour maximiser les régulations biologiques, maximiser les services rendus par la biodiversité. Cette biodiversité étant sauvage, mais aussi cultivée. Vous allez voir après, on va vous parler de beaucoup de cultures, parce qu'elle l'a déjà un peu fait, de beaucoup de cultures, de beaucoup de couverts, de beaucoup de mélanges, d'associations, de mélanges de variétés, de mélanges de cultures, dans l'objectif de se servir de cette biodiversité et de la biodiversité qui lui est associée. Bon, une fois qu'on a conçu les choses, c'est bien, mais l'objectif de Cassis, c'est aussi de les tester, de les mettre au champ, de les évaluer. Alors, les évaluer, on peut penser tout de suite en se disant on va faire tourner ces systèmes-là pendant 20 ans et on aura des réponses dans 20 ans. Et ce n'est pas le seul objectif de Cassis. L'objectif, c'est aussi d'évaluer sa faisabilité technique, sa mise en œuvre et d'arriver à expliciter et argumenter notamment cette phase de transition agroécologique, qui est très, très importante et qu'en ce moment, on subit, on peut dire ça comme ça, où on est en plein dedans, de plein fouet de cette transition et de se dire combien de temps ça prend de déplacer des équilibres écologiques, combien de temps ça prend de retrouver ou de maintenir un niveau de productivité équivalent à nos agriculteurs voisins, comment on s'est adapté, qu'est-ce qu'on a dû modifier, etc., etc. Donc, du coup, cette plateforme, cette approche expérimentale que l'on va parler là, elle est nourrie par plusieurs choses. Un collectif de l'unité expérimentale de l'UMR agroécologie auquel j'appartiens, d'énormément d'échanges avec des agriculteurs, des conseillers, etc., etc. Cette journée-là, ce webinaire en est un, encore une fois, de journée d'échange, où on aura des retours de votre perception. Et aussi d'énormément de temps passé au champ, pas simplement pour la mise en œuvre des pratiques, ce qui est déjà beaucoup, mais aussi pour le suivi, les mesures, dans l'objectif d'objectiver et d'argumenter les évolutions que l'on a vues et la performance de nos systèmes. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, la plateforme Cassis, le collectif avait la conviction qu'il ne fallait pas qu'on parte tout seul dans cette démarche-là, parce que nos objectifs étaient très, très ambitieux, parce que les agriculteurs innovent tous les jours, que les conseillers les accompagnent, que les idées existent partout, et qu'en fixant un cadre même très, très poussé sur un dispositif de recherche, on pouvait bénéficier de cette expertise-là et pouvoir générer une dynamique dans lequel, après, les agriculteurs pourraient revenir ponctuellement, voir des essais, faire des réunions de bout de champ avec nous et nous apporter leur regard sur ce dispositif. Donc, il y a plein d'étapes que vous allez voir qui ont été co-conçues avec les agriculteurs. Les systèmes de culture ont été discutés avec les agriculteurs et des conseillers, les infrastructures paysagères, bandes fleuries, etc., de la même manière. Et on continue à organiser, avant la période du Covid, on continue à organiser beaucoup de réunions de bout de champ, de journées qu'on appelle des Cassis Day, qui ont des thèmes sur la fertilité, sur la destruction des couverts, etc., etc. Alors, la plateforme Cassis, elle est nourrie de deux approches expérimentales. Elle a dans son fondement deux approches expérimentales que vous a un petit peu évoquées Pascal, des approches factorielles et des approches systèmes, qui sont deux manières pour nous de produire de la connaissance et qui, vous allez voir, sont imbriquées d'une certaine manière sur Cassis, qui permettent vraiment de produire de la connaissance d'une autre manière que celle qu'on avait l'habitude de faire.
Vous avez peut-être connaissance de ce qu'on appelle des essais factoriels, c'est-à-dire que l'on va croiser des facteurs qu'on appelle toutes choses égales par ailleurs parce qu'on essaye de maîtriser les autres facteurs, comme par exemple des variétés sous différents niveaux d'azote ou des différents couverts sous différentes modalités de destruction, etc., etc. Souvent, ces approches-là, elles se font en microparcelles sur le domaine expérimental. On en a une grosse activité sur le domaine, notamment pour l'évaluation des variétés, pour l'inscription au catalogue officiel. Et on a une deuxième approche, notamment conduite dans les années passées avec l'essai PIC Adventis et l'essai Rhizopest, qui est une approche système, où là, en fait, l'avantage de l'approche factorielle, c'est qu'on est capable de comprendre l'effet de chacun des facteurs et de leur interaction, mais du coup, il y a un certain nombre de modalités qui sont parfois agronomiquement incohérentes. Par exemple, si on décale la date de semis, souvent on a tendance à augmenter la densité de semis. Mais dans une approche factorielle, on va croiser la date de semis et la densité de semis. Et donc, du coup, on a des modalités avec des faibles densités de semis avec des semis tardifs qui ne sont pas cohérents agronomiquement. Quand on fait une approche système, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un système de culture qui a une cohérence par rapport à un objectif donné. Donc, du coup, là, pour Cassis, il va falloir qu'on assigne des objectifs à ces systèmes-là et qu'on conçoive un système que l'on considère a priori cohérent par rapport à ces objectifs-là. Et ce qu'on va évaluer, c'est le système de culture. Il sera beaucoup plus difficile, à moins de faire énormément de mesures, de dire le système il a marché parce qu'on a mis le désherbage à telle date ou on a semé à telle densité, puisqu'on n'aura pas toutes les combinaisons qui seront testées. Alors, ces deux mondes-là, de l'approche factorielle et de l'approche système, habituellement, ils ne se côtoient pas trop, enfin, tout du moins dans l'espace quand ils mettent en œuvre des essais, parce que ceux qui font de l'essai système, ils n'aiment pas que ceux qui font de l'essai analytique viennent mettre leurs essais analytiques dans leur parcelle. Et ceux qui font de l'essai factoriel, ils aiment bien avoir du toutes choses égales par ailleurs. Donc, ils veulent des parcelles qui soient homogénéisées pendant plusieurs années. Sauf que du coup, dans la plateforme Cassis, on a décidé de réunir ces deux mondes dans les mêmes parcelles, c'est-à-dire de nicher les essais factoriels à l'intérieur des essais systèmes. Le gros intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir profiter pour un essai factoriel de l'état du milieu qui a été généré par l'essai système. Par exemple, on entend beaucoup dire que les agriculteurs en semi-direct que la génétique n'est pas adaptée à leur sol, leur système de sol qui se réchauffe moins, qui ne se comporte pas de la même manière que des sols travaillés. Et effectivement, il y a très peu, voire pas de variétés, voire même de mélange de variétés dans des systèmes en semi-direct. Ben là, sur la plateforme Cassis, étant donné qu'on aura des sols qui seront en semi-direct dans quelques années, depuis plusieurs années, on pourra tester les mêmes variétés dans différents contextes de systèmes de culture. Et donc, pour ça, là, vous avez l'exemple d'une parcelle. On découpe une parcelle, toutes les parcelles sont découpées virtuellement en deux, avec une zone qu'on appelle suivi long terme, dans lequel on fait tous nos suivis sur le long terme pour regarder l'effet de nos systèmes de culture, les relevés de fleurs, les mesures de bioagresseurs, les mesures de pollinisateurs, les composantes de rendement, etc., etc. Et une fois tous les 3 ans, le temps de l'homogénéisation, il y a la possibilité de mettre un essai analytique à l'intérieur de cette parcelle. Le reste de la parcelle étant ce qu'on appelle du remplissage, étant conduite de la même manière que la zone de suivi long terme. Alors, il va de soi, du coup, que quand on a posé ce principe-là, un essai analytique ne peut pas comporter une modalité qui est contraire au système de culture. On ne peut pas mettre une modalité de destruction des couverts par travail du sol dans une parcelle qui est conduite en semi-direct. On ne peut pas mettre une modalité de destruction des couverts au glyphosate sur aucun des essais analytiques du dispositif, étant donné que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la plateforme Cassis est conduite sans aucun produit phytosanitaire. Et d'ailleurs, toutes les unités expérimentales de INRAE, depuis le 1er janvier 2020, sont conduites sans utilisation de glyphosate. Donc, comme ça, au moins, ça règle le souci. On a aussi fait une autre chose dans le dispositif, dans cette idée de vocation paysagère. C'était une modification profonde du parcellaire et du paysage de l'unité expérimentale. Et pour ça, on a modifié la structure du paysage, c'est-à-dire la forme et la taille des parcelles. Là, vous avez un exemple du parcellaire tel qu'il était avant, avec des parcelles très longilignes, très adaptées d'ailleurs aux essais analytiques, avec des planches tout en longueur, qu'on a rendu beaucoup plus carré pour créer beaucoup plus d'interfaces entre les parcelles de manière à favoriser les flux d'organismes, qui soient d'ailleurs bioagresseurs ou auxiliaires. On a modifié le voisinage des parcelles, on a implanté des bandes ennéabées, des bandes fleuries sur au moins 2 faces de chacune des parcelles, je vous le détaillerai après. Et on a réorganisé comment sont organisées
les parcelles dans le paysage? Faut-il les grouper? Faut-il au contraire dissocier et rendre hétérogènes des systèmes de culture? Et du coup, par exemple, un exemple de réflexion que l'on a eu sur ce levier-là, c'est que quand on a une rotation qui commence par colza, blé, orge, par exemple, on ne va pas aller mettre le colza l'année N+1 juste à côté de la parcelle qui était en colza l'année N, puisque les repousses de colza pouvant héberger des insectes ravageurs qui disperseraient sur le colza juste à côté. Donc, du coup, on a essayé de réfléchir à comment on agence notre assolement chaque année, nos pratiques agricoles, pour limiter les flux de bioagresseurs à l'intérieur de la parcelle. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une notion paysagère en plus dans Cassis que l'on n'a pas souvent sur des dispositifs expérimentaux où, en fait, on prend des parcelles, on les coupe et on fait nos systèmes de culture dedans. Et voilà. Donc, ces infrastructures agroécologiques, on a voulu qu'elles soient fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles fournissent un habitat et des ressources trophiques pour nos auxiliaires, dans l'objectif de favoriser la pollinisation et la régulation biologique. Mais on a aussi voulu respecter le paysage de la plaine dijonnaise. La plaine dijonnaise, ce n'est pas un bocage. On a des photos de vues aériennes qui remontent jusqu'à il y a très longtemps, les années 40, même avant. Et ça n'a jamais été un endroit très, très bocagé avec énormément de haies. Et donc, du coup, on a voulu rester sur quelque chose qui était plutôt des strates herbacées. On a des haies sur le dispositif qui sont plutôt sur le pourtour du domaine pour éviter de gêner le réseau de drainage qui est très ancien et très fonctionnel en drain de poterie, comme le disait Pascal. Et du coup, on a plutôt installé des bandes fleuries et des bandes enherbées qu'on a conçues en atelier de co-conception avec des conseillers agricoles, des agriculteurs aussi qui en mettent en œuvre, des scientifiques, où on a réfléchi à qu'est-ce qu'on allait semer, où est-ce qu'on allait les semer et comment on allait les entretenir sur le long terme pour favoriser les services qu'on en attend. Et globalement, aujourd'hui, ces infrastructures paysagères, elles représentent 10% de la surface du domaine. Donc, c'est dire si on compte dessus. Et on évaluera aussi les systèmes de culture, enfin les systèmes agroécologiques tenant compte de cette surface-là. Ça prend de la surface, ça ne produit pas à part des services écosystémiques, mais par contre, c'est de la surface qui est emblavée, ça a un coût de gestion, il y a un coût de semence, et l'évaluation économique, elle se fera aussi à cette échelle. Par contre, implanter, balancer des graines dans les bordures de champs, ça n'a jamais, à lui tout seul, favorisé les services écosystémiques à l'intérieur des parcelles, favorisé la régulation biologique. Un certain nombre de papiers scientifiques qui démontrent assez clairement des hypothèses pour lesquelles les habitats semi-naturels n'améliorent pas la régulation biologique à l'échelle d'un paysage. Et une des hypothèses, c'est que ce qu'on va faire à l'intérieur des parcelles, parfois peut annuler l'effet de ce qu'on a fait dans la modification de notre paysage. Donc, vous imaginez bien que mettre 10% de notre territoire en infrastructure agroécologique, donc ne pas produire de culture avec des coûts de semences, des coûts de gestion, si c'est pour que ça ne produise pas de services à la production agricole dans nos parcelles, pour l'unique raison que les pratiques que l'on met en œuvre à l'intérieur de la parcelle viennent annuler les effets de ce qu'on avait prévu, du coup, il y a une incohérence là-dedans. Donc, on n'est pas du tout dans une approche où on sème des fleurs en bordure de champ et on se dit si ça me sert, tant mieux, si ça ne me sert pas, tant pis. On compte vraiment dessus et donc, du coup, on a décidé d'aller vers une approche cohérente où on a non seulement conçu des systèmes de culture qu'on croit être cohérents, après on les mettra à l'œuvre et on testera cette cohérence-là, mais on a aussi conçu des infrastructures agroécologiques et on a réfléchi la cohérence de gestion entre ces infrastructures et ces parcelles. Comment faire en sorte que les plantes qui sont dans les infrastructures ne dispersent pas à l'intérieur des parcelles? Comment faire que les auxiliaires dispersent? Comment faire que les pratiques mises en œuvre dans les parcelles agricoles ne viennent pas annuler les effets des infrastructures agroécologiques? Ce qui fait qu'on a conçu ce qu'on appelle des systèmes agroécologiques, c'est-à-dire des mini-agro-écosystèmes de 30-40 hectares dans lesquels il y a des systèmes de culture qui sont conduits, des rotations de culture avec des pratiques, des vraies infrastructures paysagères, les deux ayant vocation à être cohérents entre eux. Et donc, c'est ça qui fait système. Et donc, on en a 3 sur la plateforme Cassis, des systèmes agroécologiques. On en a un où toutes les parcelles dans le voisinage, c'est le bleu ici, sont des parcelles qui sont conduites en semi-direct. Toutes les parcelles dans le voisinage, c'est un bloc qui fait une trentaine d'hectares à peu près.
On a un bloc en marron appelé TS, où toutes les parcelles sont conduites avec des systèmes à base de travail du sol et notamment de labour. Et une zone verte qu'on appelle mixte, où les parcelles sont soit conduites en travail du sol, soit avec du labour, mais juxtaposées à une forme d'agriculture qui leur est différente. Donc imaginez un paysage où les voisins sont des agriculteurs qui pratiquent l'agriculture de conservation des sols, le labour, enfin des systèmes à base de labour, etc. Là, on est dans le vert. Un bloc de parcelles où toutes les parcelles sont en agriculture de conservation des sols avec parfois un peu de TCS au milieu, etc. Là, on est dans le bleu. Et un bloc où toutes les parcelles dans le voisinage sont à base de travail du sol, là, on est dans le marron. Et ça, la vocation de ce dispositif-là, de cette réflexion paysagère, c'est de se dire, est-ce que c'est la même chose de pratiquer un système en semi-direct, entouré de semi-direct, ou entouré de d'autres formes d'agriculture, par exemple? C'est la question qui se pose, par exemple, sur est-ce qu'un bio au milieu de conventionnel ou un bio au milieu de bio, c'est la même chose dans un paysage agricole. Voilà, c'est le même esprit. On se partage les bénéfices, comme le disait Pascal tout à l'heure, les couverts d'interculture, les pollinisateurs, etc. Mais on se partage aussi les mulots, les limaces. Voilà. Du coup, l'objectif, c'est de savoir où est le bénéfice. Est-ce qu'il est dans des systèmes qui sont hétérogènes ou des systèmes qui sont homogènes à l'échelle d'un bloc de 30-40 hectares. Et à l'intérieur de ça, il a fallu définir des systèmes que l'on allait tester. Et donc, du coup, on a décidé, on ne peut pas tout explorer en termes de systèmes agricoles. On a décidé de partir dans deux grandes voies. Des systèmes qui ont plutôt tendance à minimiser, voire se passer complètement de travail du sol, de maximiser sur la couverture végétale, plutôt inspirés de l'agriculture de conservation des sols. Et des systèmes qui mobilisent le labour, le travail du sol, le désherbage mécanique. Alors, pas de manière systématique, notamment pas du labour systématique, plutôt inspiré de l'agriculture biologique, même s'il y a des rapprochements un petit peu entre ces deux systèmes-là et que ce n'est pas complètement cloisonné. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas de comparaison là, entre ces deux grandes voies. Mais c'était de se dire que ces deux grandes voies qui se revendiquent à juste titre de l'agroécologie peuvent largement être poussées encore en rupture. L'agriculture de conservation des sols, vous le savez, est aujourd'hui encore dépendante de certains pesticides et notamment du glyphosate. Je vous arrête tout de suite si vous aviez l'intention d'en apprendre beaucoup aujourd'hui. Ni vous, ni nous ne savons faire de l'agriculture de conservation des sols sans glyphosate, même si on se donne la volonté de le tester dans cette plateforme Cassis et de savoir comment adapter nos systèmes de culture. Mais aujourd'hui, on n'aura pas forcément de réponse à apporter sur cette question-là, à part des observations des premières années. Et de l'autre côté, l'agriculture avec du travail du sol, qui part parfois du travail du sol trop intensif, peut avoir un impact sur la santé des sols. Un désherbage mécanique, ce n'est pas non plus anodin sur toute la faune qui vit à la surface du sol, et donc d'essayer de voir comment on peut pousser ces systèmes-là de manière beaucoup plus agroécologique. Et donc, on a conçu 4 systèmes de culture qui, derrière, se découlent en rotation et en pratique agricole. Un système qu'on appelle semi-direct permanent. Donc ça, c'est typiquement de l'agriculture de conservation des sols. Système SD1, on l'appelle SD1. On ne travaille pas le sol. On fait de la couverture végétale du mieux qu'on peut. Dans les étés très secs, des fois, c'est parfois pas facile de semer des couverts. Et on fait de la diversification des rotations. Le système semi-direct non permanent qui est inspiré notamment de systèmes qui sont pratiqués aux États-Unis, qu'on appelle rotational no-till. En fait, c'est du semi-direct en rotation, c'est-à-dire qu'on a la vocation de faire du semi-direct, c'est opportuniste. Par contre, s'il y a besoin, on s'autorise le recours à du scalpage superficiel une seule fois et avant implantation de la culture uniquement. Donc, on peut très bien facilement appeler ça du TCS, et moi, ça ne me dérange pas du tout, parce que dans les faits, on ne sème pas en direct tous les ans, sauf que ce scalpage superficiel, il est soumis à règles de décision. A priori, on ne le met pas tous les ans. On verra si on le met tous les ans, ça fera partie d'un des critères d'évaluation. Et on ne le met qu'une seule fois, superficiellement, et avant implantation de la culture. Donc, on ne gratte pas les sols 5-6 fois en interculture pour déstocker des adventices et des repousses de culture, etc. etc. Les deux autres systèmes en travail du sol sont des systèmes avec du labour, globalement 1 an sur 2, 1 an sur 3 dans les systèmes. Ils se différencient par le fait qu'on a recours ou pas à la fertilisation azotée. Ça fait partie des idées qui sont venues des agriculteurs dans les ateliers de conception de nous dire l'autofertilité, c'est peut-être un doux rêve, mais est-ce qu'on pourrait concevoir un système dans lequel on va essayer de faire rentrer de la fertilité autrement que par des engrais, azotés du moins.
Dans aucun des 4 systèmes qui sont là, on fertilise en P et en K, par ailleurs. On fertilise uniquement en soufre et uniquement les moutardes et les colzas. Et donc, du coup, les systèmes qui sont là sont de fait très, très différents. Quand on a un système en travail du sol avec azote, avec une rotation comme ça de 12 ans, donc ça, c'est le système que l'on pratique sur le dispositif, alors qui est là représenté sous forme d'une roue, parce que c'est plus facile à représenter, mais qui en fait a plus une vocation de séquence culturelle dans l'esprit. Vous voyez ici qu'après le colza associé à des plants de campagne, vous avez de l'orge. Et bien, dans le système sans azote, ces céréales-là deviennent associées. Beaucoup de cultures sont associées. Il y a des blés pois, il y a des blés févroles, il y a beaucoup plus de légumineuses, il y a beaucoup plus de légumineuses dans les couverts. Dans les systèmes avec fertilisation azotée, on met des cultures qui demandent de l'azote, comme par exemple du maïs, alors que dans les systèmes sans azote, cette culture d'été qui a vocation à casser le cycle des adventices devient un tournesol qui est beaucoup moins demandeur en azote. Donc, on va jouer sur plusieurs leviers, des cultures moins demandeuses, beaucoup plus de légumineuses en culture associée, beaucoup plus de légumineuses dans les systèmes. Et vous voyez aussi que ce n'est pas parce que c'est un système avec travail du sol que toutes les intercultures sont travaillées. Il y a du travail du sol, bien entendu, dans ces systèmes-là, mais on essaye de mettre des couverts parce qu'on a aussi l'objectif de faire rentrer de la fertilité dans les systèmes et de couvrir un petit peu le sol, au moins avant de travailler le sol. Tous nos labours sont des labours d'automne. On est sur des sols, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, très argileux. Et donc, du coup, ces couverts-là, implantés après récolte du précédent, sont présents, on va dire, voilà, jusque dans l'automne, début d'hiver. Donc là, pour la majeure partie, ils ont été détruits récemment. Et dans les systèmes semi-directs, on a une rotation de 6 ans qui se découle comme ça, avec un colza associé. Alors, on parlera tout à l'heure des plants de campagne. Du blé, un couvert, une orge d'hiver, un dérobé sarrasin, un deuxième couvert hivernant pour nous pousser jusqu'au soja, une association blé-févrole, un couvert et une association orge de printemps, pois de printemps. Alors, le couvert est très important dans ces systèmes semi-directs, mais il est obligatoire devant toutes les cultures d'été et de printemps, comme l'a dit Pascal, parce qu'on est en zone directive nitrate. Et donc, même dans les systèmes avec travail du sol, on a l'implantation de couverts avant ces cultures-là. Et le semi-direct non permanent, c'est où on peut s'autoriser le scalpage superficiel au moins une fois dans l'année. On fait colza, couvert, orge, dérobé sarrasin, blé. On enchaîne 2 couverts, un couvert d'été dans lequel on sème en direct un couvert d'hiver. Blé févrole, couvert, orge de printemps, pois de printemps. Alors, quelques enseignements de cette grande diversité de cultures que l'on met en œuvre. Je vous l'ai peut-être pas dit aussi explicitement que je vais le faire, mais la plateforme, elle a été lancée à l'été 2018. Donc, on est en train d'attaquer la 3e campagne actuellement, qui a été semée pour les cultures d'automne. C'est très important pour nous d'avoir déjà du recul, d'avoir déjà des choses à dire, et ça ne manque pas d'avoir des choses à dire sur ce dispositif-là. On a une 50aine de parcelles. Il faut visualiser que pour les équipes qui mettent en place la plateforme Cassis, les équipes de Pascal qui conduisent les systèmes, mais même aussi des équipes qui mettent en œuvre des essais analytiques, on a 4 systèmes de culture, mais en fait, on a 50 histoires, 50 itinéraires techniques, parce qu'on a beau avoir parfois les mêmes précédents, les états du milieu ne sont pas les mêmes, les dates de semis ne sont pas forcément les mêmes, les développements végétatifs ne sont pas forcément les mêmes, et comme tout agriculteur, du coup, on essaie de s'adapter à nos conditions environnementales. Du coup, il faut juste visualiser qu'un expérimentateur sur le domaine expérimental, c'est quelqu'un qui doit avoir à minima 4 cerveaux, c'est-à-dire pour les 4 systèmes de culture, et se poser sans cesse les questions de quels sont les objectifs de ces systèmes, quelles sont les pratiques que je peux mettre en œuvre. Alors après, on a essayé de décliner ça en règles de décision qu'on a écrites et essayer de formaliser. Mais de fait, on observe des choses, et notamment dans les systèmes qui sont très en rupture, comme le système semi-direct permanent ou comme le système sans fertilisation, des choses que l'on n'avait pas imaginées au départ. Et donc, il faut énormément faire de tours de plaine, discuter, confronter les avis de chacun, les expertises sur ceux qui sont plus forts, ou tout du moins mettre en œuvre les semis, les désherbages mécaniques, le travail du sol, et s'appuyer sur l'expertise des collègues du domaine pour pouvoir bien visualiser qu'est-ce que l'on va mettre en œuvre. Donc, du coup, on a décidé avec Pascal de vous faire quelques petits focus rapides
sur des éléments qui alimentent des aspects de la conception que l'on avait prévu, que l'on a mis en œuvre et qu'on a fait évoluer, qui sont autour de l'utilisation de la diversité cultivée et sauvage, et aussi, et c'est un point très fort de la plateforme Cassis, qui sont autour de comment on évalue ces systèmes-là et comment on souhaite les objectiver. Du coup, Pascal, je te laisse la main sur les plans de campagne. Oui, oui, oui. Donc, alors, moi, un des leviers qu'on développe, qu'on utilise, bon, qui aujourd'hui est quand même bien connu, hein, les colzas associés. Alors, aujourd'hui, la grosse problématique des colzas, enfin, en Bourgogne, bon, ben, c'est les ravageurs. Donc, la réflexion, elle porte beaucoup alors, sur comment on peut faire baisser la pression des ravageurs. Alors, ravageurs, ça va être petite et grosse altise, charançon, alors les quatre, hein, principalement bougeron terminal et charançon de la tige. Et puis après, jusque-là, ça paraissait accessoire parce qu'on était sur des étés secs, mais les limaces et les autres ravageurs, mais qui sont secondaires par rapport à tout ça. Donc, et alors, mettre en place des colzas associés avec les météos qu'on a depuis 3 ans, et surtout avec la 2018, première année de Cassis, une pluviométrie en 2018 sur les 4 mois de juillet, août, septembre, octobre, hein, de 132 mm, avec notamment 90 mm pour les 3 mois juillet, août, septembre. Faire du colza dans ces conditions-là, c'est quand même pas facile. Chaque décade est déficitaire par rapport à la normale et déficitaire relativement de façon importante. Donc, des colzas qui auront levé au mois d'octobre alors qu'ils ont été semés autour du 20 août. Bon, heureusement, c'était tellement sec que les grains n'ont pas bougé. Ils ont attendu les pluies d'octobre pour pointer leur nez. Bon, on aurait pu éventuellement irriguer pour faire lever des colzas, mais là aussi, la ressource en eau et la réglementation ne nous le permettaient pas. Quant au févrole, qui était à l'époque en plan de campagne et qui se limitait à la févrole, non, c'était févrole plus trèfle d'Alexandrie. Le trèfle d'Alexandrie, il a dû faire un mouvement, mais il a crevé derrière. Et la févrole, et qu'on n'a jamais vu vraiment l'action de la févrole sur l'automne pour le colza. Bon, on l'aura vu après sur le printemps et jusqu'à la récolte, parce que comme elle n'avait pas levé à l'automne, enfin qu'on avait très très tardivement en novembre, et bien on l'a retrouvée dans la culture de colza avec de la maturité qui était irrégulière et du coup il a fallu encore innover. Donc on innove sur les mélanges, sur les cultures en place, mais on innove aussi sur les techniques de récolte, où on a fait appel à une entreprise qui nous en donnait les colzas pour arriver à faire mûrir la févrole et le colza en même temps, et un peu d'adventice en passant. Mais du coup, on se retrouve avec un mélange colza-févrole qu'aucun OS ne veut réceptionner. Heureusement, un trieur à façon est venu nous séparer tout ça et nous faire un lot de colza qu'on a pu livrer et un lot de févrole qu'on a pu utiliser pour réintégrer dans nos mélanges et remettre en plan de campagne à l'automne 2019. Bon, sauf que la févrole, on voit bien qu'elle ne couvre pas assez à elle toute seule le colza, qu'elle risque de ne pas geler, que sur l'unité expérimentale, on met aussi la févrole un peu à toutes les sauces, en culture, en association, en couvert. Donc, on augmente beaucoup les inoculums de rouille, de botrytis, d'ascochytose. Et donc, du coup, cette année, alors, on fait évoluer les règles. Hein, c'est pas figé. C'est pas parce qu'on a écrit au début colza associé, févrole. On avait même dit févrole lotier. Et quand on voit bien que le lotier, on n'arrive pas à s'en défaire parce que ça devient vite une plante vivace. Donc, févrole trèfle d'Alexandrie, c'est devenu un mélange beaucoup plus diversifié qui a vocation un peu plus à planquer le colza par rapport aux insectes. Donc, du coup, à l'associer avec du trèfle d'Alexandrie, alors pour l'azote, pour le couvert, du sarrasin, parce que ça pousse vite, ça fleurit vite, du Niger, du tournesol, de la lentille, du fenugrec, parce qu'on peut espérer que l'odeur du fenugrec soit un peu répulsif. Alors, ces mélanges-là, on ne les a pas composés de notre propre chef. Hein. Il y a la Haute-Marne, un technicien de Haute-Marne qui travaille beaucoup sur ces plans de campagne, donc beaucoup de réflexion avec lui. Ce qui fait que cette année, pour les colzas qui, cette année, ont pu lever quand même à peu près en conditions normales au mois d'août, grâce à un peu de pluviométrie, un peu plus que les 2 années précédentes, on se retrouve avec une jolie association colza plan de campagne. Alors, aujourd'hui, est-ce que ça va produire son effet sur les ravageurs ?
on aurait déjà un petit peu de données qui commencent d'arriver, notamment par rapport à la présence de larves de grosses altises dans les pieds de colza. Les mesures avec des berlaises, hein, donc où on fait sécher des colzas et les larves tombent dans l'eau, nous donneraient moins de pression larves de grosses altises dans les parcelles où le colza et les plantes de compagne ont été semés à un écartement de 17 cm, alors que la photo qu'on voit là pour un écartement à 45, donc où les allées sont plus dégagées, où on voit moins l'effet couvrant des couverts. Donc du coup, alors, par exemple, 8 larves par pied sur les parcelles semées à 45, alors qu'on n'est que entre 3 et 5 larves par pied. Bon, ça reste des données quand même assez proches, mais il semblerait qu'on voit un effet du couvert. On n'a pas de photo, mais un couvert qui est plus dense et où le colza est plus caché, qui se trouve aussi dans des parcelles, dans des systèmes semi-directs permanents ou semi-directs avec scalpage. Voilà. Bon, à suivre. Donc, on va continuer d'observer ça jusqu'à la moisson. Et à la moisson, on verra si toutes les plantes compagnons gelées, ce qui est en bonne voie, hein, quand on voit la photo qui est devant nous. Des petites gelées de -4, -5. Le sarrasin, il a disparu. Le fenugrec aussi. Bon, les trèfles d'Alexandrie, c'est pas sûr, mais on verra. Et les lentilles, bon, vu que ça a été semé en août, leur développement devrait les faire dégager par le gel en hiver. Si on a au minimum un -5, 6 degrés, 8 degrés, -8 degrés comme on a à peu près tous les hivers. Mais de moins en moins aujourd'hui. Hein. C'est les -15, -20, on les a plus. Une autre thématique qui nous mobilise beaucoup dans les réflexions, on a fait plusieurs journées avec des agriculteurs, des conseillers agricoles dessus et on a mis en œuvre plusieurs essais. C'est la question de savoir comment on gère nos couverts. Alors, nos couverts, à la limite, on peut avoir une bonne idée de savoir comment les détruire, surtout quand on essaye de composer ce mélange-là pour l'adapter à un mode de destruction. Par contre, comment on fait aussi pour gérer les adventices et les repousses de culture qui sont dessous? Un des enseignements de la plateforme Cassis qu'on a vu apparaître rapidement, et vous me croirez ou vous me croirez pas, qui n'a quasiment jamais été discuté lors des ateliers de conception, c'est la gestion des repousses de culture. Dans des systèmes sans pesticides comme ça, et surtout dans les systèmes sans travail du sol, les repousses de culture constituent des super adventices très costauds qui partent très très rapidement. Et donc, il faut arriver à en avoir une bonne gestion dans l'objectif de ne pas récolter ce que Pascal appelle du colzor, c'est-à-dire du colza dans de l'orge ou de l'orge dans du blé, etc., etc. Parce que derrière nos objectifs Cassis, on a des objectifs de rentabilité économique qui ont été énoncés dès la conception des systèmes de culture. On achète des semences, on revend à la coopérative, on vise des cahiers des charges en termes de qualité qui sont des cahiers standards. Et donc, quand on produit du blé, on veut qu'il soit panifiable. Quand on produit de l'orge, on veut derrière boire de la bière avec. Et donc, du coup, la question de ces gestions de repousses et d'adventices qui sont sous le couvert. Parce que moi qui travaille beaucoup sur le couvert, quand j'entends dire on éteint la lumière avec des couverts, ça ne me parle pas beaucoup. Et je peux vous assurer que même sous des gros couverts, il y a quand même des adventices et que quand derrière on est dans des systèmes zéro phyto, la gestion de ces adventices, il faut en avoir une à un moment donné. Et même si la compétition est une forme de gestion, la question se pose de comment on fait pour semer sur une culture dans laquelle on ne laisse pas d'avance aux adventices sur la culture. Et donc, du coup, vous voyez que dans nos systèmes de culture, pas de travail du sol du tout, du travail du sol léger, du labour parfois. On a une grande palette de ce qu'on peut faire. Et du coup, ça nous ouvre aussi des possibilités de se dire comment on fait dans des systèmes, notamment où on veut minimiser le travail du sol, pour détruire ces couverts-là, sans phyto, sans glyphosate, et du coup, avec un objectif multicritère dans la tête. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas détruire le sol et se dire qu'à tout prix, l'alternative, c'est le travail du sol. D'ailleurs, dans le système SD1, semi-direct non permanent, il n'y a pas de travail du sol autorisé dans ce système-là. Donc, la question reste toujours là. Comment on fait pour détruire?
les couverts, les adventices et les repousses de culture avant implantation de la culture. Et donc, c'est là que l'on mobilise des approches d'expérimentation factorielle, par exemple, où on va essayer de balayer quels sont les leviers que l'on peut mobiliser dans le cadre de Cassis. Alors là, vous en avez un tout petit échantillon. Des modalités qui sont à base de travail du sol et qui vont plutôt dans des systèmes type semi-direct, non permanent, enfin, ce que l'on appelle système SD2 dans notre jargon, ou dans des systèmes avec travail du sol, jusqu'à des modalités de roulage qu'on voudrait voir très agressives et efficaces sur les adventices et les repousses de culture. On se pose la question des bioherbicides. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans les fondements de Cassis, dans les systèmes qui sont testés, il n'y a pas de technique de biocontrôle. Ça ne nous empêche pas, dans des systèmes, dans des essais factoriels, on va tester des modalités, de tester des modalités de biocontrôle pour regarder leur effet et se poser la question de savoir s'il faudrait les injecter dans les systèmes de culture. Après, viendra à un moment donné la question de savoir combien ça coûte et est-ce que c'est intéressant et avantageux d'injecter ça dans les systèmes de culture. Parce que je vous le rappelle, on a aussi des objectifs économiques dans ces systèmes-là. Jusqu'à des techniques comme par exemple le désherbage électrique, où là se posent énormément de questions, tant sur l'efficacité que sur les effets non intentionnels, sur la vie du sol, sur les micro-organismes, sur les vers de terre, etc. Et donc, du coup, on a saisi l'opportunité de se mettre dans une des parcelles de Cassis qui pouvait accueillir un essai analytique. Étant donné qu'il y a des modalités de travail du sol, il faut forcément que ce soit un système à minima SD2, enfin semi-direct non permanent. On ne peut pas se mettre dans un système semi-direct permanent puisqu'il y a du travail du sol. Et donc, on a pris une rotation, une interculture entre du colza et du soja dans lequel il y a un couvert et on a mis un essai analytique à l'intérieur de cette parcelle-là. Dans cet essai analytique, on a testé au cours de 2 années, 2019 et 2020 encore cette année. Si vous allez sur le compte Twitter de la plateforme Cassis ou sur la page Facebook, vous verrez plein de vidéos de la destruction et aussi des modalités un mois après destruction, puisqu'on a détruit ça le 20 octobre cette année. De différentes modalités, désherbage électrique, bioherbicides, différents types de rouleaux plus ou moins agressifs, différentes modalités de travail du sol, allant jusqu'à du scalpage de la fraise, donc faisant partie des modalités les plus agressives, en comparaison d'un témoin où on a laissé geler les couverts. Et donc, vous retrouvez le principe sur Cassis. Il y a une zone analytique dans laquelle on met l'essai. Il y a une zone de suivi long terme où on ne met aucun essai analytique à l'intérieur puisqu'on fait tous les suivis au cours du temps. Et on avait dans cet essai-là aussi une zone d'observation puisque cet essai a servi lors d'une journée de démonstration où des agriculteurs et des conseillers agricoles, dont d'ailleurs certains sont là dans ce webinaire, ont participé et pu voir l'effet des modalités, des outils, la description par les constructeurs, etc., etc. Donc cet essai, par rapport à ce que vous connaissez habituellement dans les chambres, dans les COP, etc., ça reste un essai recherche. Même si on a utilisé cet essai-là lors d'une journée pour faire une démonstration auprès d'agriculteurs, il y a une zone, notamment la zone analytique, là, vous voyez qu'il y a un gros panneau sens interdit, il y avait énormément de mesures dessus et l'objectif, c'était de ne pas aller piétiner dans cette zone-là, puisqu'on faisait des prélèvements de sol pour les micro-organismes, pour les vers de terre, des relevés de flore, des mesures de quantité de biomasse, etc., etc. Alors, je vous montre juste une photo parce que sinon, vous auriez été déçus de ne pas avoir de résultats. Mais ça, c'est une vue drone prise par les collègues de l'unité expérimentale il n'y a pas si longtemps que ça, qui montre l'efficacité des différentes modalités de l'essai 2020, où on voit en gros que les modalités avec travail du sol ont des efficacités très, très importantes. Les dernières mesures faites montrent qu'il y a moins de 1% de surface végétative verte encore aujourd'hui. Que les modalités qui perturbent un peu moins le sol, comme par exemple simplement des scalpages très superficiels au glyphomulch, en fait on n'a pas utilisé le rotor, ont des efficacités qui sont modérées et ça fait quand même du travail du sol en surface. Les rouleaux qui ont des efficacités très très différentes en fonction de l'agressivité et aussi en fonction du mélange et de son stade phénologique au moment où on le détruit. Particulièrement là, on voit que la première modalité, l'éco-rouleau de Bonnel, il semble relativement mauvais. Ça, c'est clairement dû au stade auquel il a été détruit, le couvert, où le rouleau n'a pas du tout été efficace. Et puis, des modalités désherbage électrique, où ici, bioherbicide cette année, très efficace. Étonnamment, l'année dernière, 0% d'efficacité. Et le désherbage électrique, plutôt efficace. Reste à savoir l'impact que ça aura
sur la microflore du sol et les vers de terre. Et donc, c'est en cours d'analyse actuellement. Et donc, du coup, on utilise ces modes de destruction, notamment le rouleau Satcho. On s'est équipé avec ce rouleau-là sur le domaine expérimental pour pouvoir détruire les couverts, rouler les cannes de colza, de tournesol, par exemple. Donc, on s'est équipé avec de ce rouleau-là en 6 mètres, qui est un rouleau qui est relativement lourd et assez agressif, que l'on peut aussi combiner avec du scalpage. C'est-à-dire qu'on peut rouler le couvert et le combiner aussi avec du travail du sol. Le scalpage, aujourd'hui, on le réalise avec le Terrano qu'on a adapté en ajoutant des pas de doigts dessus, qui a plutôt une bonne efficacité, mais qui passe difficilement lorsque la végétation est très développée. Là, ce n'est pas le cas sur cette vidéo de 2019, mais sur la vidéo de 2020, typiquement, avec des couverts dans lesquels il y avait du seigle, des pois fourragés et de la veste. Et ben, du coup, le Terrano, il bourre assez rapidement. Du coup, on peut combiner le Terrano avec un broyeur, ce que l'on faisait jusqu'ici, c'est-à-dire de réduire la végétation et de passer le Terrano par la suite. Ou alors, on peut passer directement le Terrano après avoir passé le rouleau, ce qui consomme beaucoup moins de gasoil que le broyage. On passe en 6 mètres avec le rouleau en plus, et l'efficacité a été très bonne avec une herse derrière qui vient émietter les dernières racines. Parce que tout l'enjeu, en fait, pour que les couverts, les adventices et les repousses de culture ne repiquent pas, c'est d'émietter la terre qui est présente sur les racines. Et puis, dernière présentation de retour d'expérience, c'est sur la gestion des infrastructures agroécologiques. Donc, en fait, sur le dispositif, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de semer une très grande diversité d'espèces, parce que les retours d'expérience montrent que plus les bandes sont diversifiées au départ, plus elles se maintiennent en termes de diversité sur le long terme. Donc, beaucoup d'espèces avec des formes florales différentes, de la fourniture de pollen et de nectar tout au long de l'année. Une majorité d'espèces, dont beaucoup seraient des adventices de parcelles, puisque c'est celles qui sont localement présentes dans les paysages agricoles. On n'a pas à semer des bandes fleuries de semences venues de Pologne et qui pourraient polluer nos mélanges, nos plantes sauvages. Donc, on a composé ce mélange-là à dire d'experts. On a juxtaposé à ces bandes fleuries des bandes enherbées, puisque l'objectif des bandes fleuries, c'est qu'elles fleurissent, qu'elles se ressèment d'elles-mêmes et qu'elles s'auto-entretiennent, mais on ne veut pas qu'elles dispersent à l'intérieur des parcelles. Et donc, du coup, on a semé une bande enherbée qui a certes une vocation tampon, mais aussi qui est un habitat à lui seul pour la biodiversité. Et du coup, on fait ces bandes enherbées un peu plus tôt que les bandes fleuries, avec une faucheuse frontale. On s'est équipé d'une faucheuse frontale en 3 mètres. Donc, on a le guidage du tracteur, ce qui permet en fait d'éviter que ces espèces-là ne grainent dans les bandes et voire même dans les parcelles, et de pouvoir laisser les bandes fleuries, elles, grainer d'elles-mêmes. Et donc, vous avez ici l'exemple d'une bande fleurie juxtaposée de bandes enherbées, et ça à cheval sur 2 limites de parcelles. Et donc, ce que l'on fait, c'est que l'on fauche les bandes, et on ne les broie pas, justement pour un objectif de maintien de la biodiversité. Voilà, je vais juste passer à la diapo de conclusion. Je vais malheureusement passer tous les suivis que l'on fait sur le dispositif pour laisser la place à des questions. Ils sont nombreux. Juste pour finir en rappelant que du coup, en fait, cette plateforme Cassis, on expérimente des systèmes agroécologiques qui sont 2 grandes cultures de plaine ouverte et qui sont non associées à l'élevage, malgré qu'on est conscient que l'élevage peut être un énorme atout dans la conduite de systèmes agroécologiques, surtout sans pesticides. On n'a pas d'élevage sur le dispositif à Dijon, dans un fort maillage d'infrastructures agroécologiques et qu'on a co-construit avec la profession agricole et dont on continue à échanger très fortement. On a décidé d'emboîter des dispositifs analytiques, systèmes et paysagers. Et donc, ça nous apporte énormément de complexité dans la conduite, mais énormément de richesse dans l'analyse des données et des processus biologiques qui sont à l'origine de la performance des systèmes. Et c'est aussi une plateforme qui est très ouverte, très collaborative, alors qu'il était un peu plus avant le Covid, mais dans lequel on échange beaucoup, on reçoit beaucoup de groupes d'agriculteurs, on passe un temps calculable sur ces formes d'échange, mais qui nous sert beaucoup à pouvoir recueillir
l'avis des différentes personnes sur nos systèmes et aussi à pouvoir faire, nous, la synthèse des connaissances et de ce qu'on y a appris. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous avez énormément de moyens de vous tenir informés en attendant de venir visiter la plateforme Cassis et discuter avec nous à travers le compte Twitter, la page Facebook, le site Internet ou la page YouTube sur laquelle il y a différentes vidéos. Merci Stéphane, merci Pascal. Je crois que les gens sont timides, ils n'osent pas poser des questions, mais moi j'en ai pour l'instant, le temps voilà. Est-ce que quand je vois une rotation de 12 ans, là, est-ce que toutes les cultures sont présentes à l'année? Presque. En fait, je reviens dessus, sur le plan notamment, presque. En fait, ça, c'était quelque chose que l'on voulait absolument dans le dispositif. Je reviens là, pardon, excusez-moi. En fait, on avait vraiment la volonté d'avoir toutes les cultures tous les ans pour une raison très simple, c'est que dans les histoires passées qu'on avait de nos essais systèmes, PIC, Réseau PES, etc., Réseau PES, c'est une rotation de 7 ans, PIC, c'était des rotations de 6 ans, on n'avait que 2 termes de la rotation. On voit très rapidement quand on fait l'évaluation, notamment l'évaluation de la performance productive et de d'autres aspects, elle est forcément biaisée par le fait qu'on a eu une culture une année donnée. Donc, pour pouvoir décorréler l'effet climatique de l'effet culture et pouvoir tester les systèmes, le mieux, c'est d'avoir tous les termes tous les ans. Et encore plus, le mieux, c'est d'avoir plusieurs réplicas de chacun des termes tous les ans. Alors, du coup, ça devient après du jardinage sur un domaine comme ça. Et donc, du coup, on a à minima tous les termes tous les ans, c'est-à-dire qu'on a les réplicas temporels. Alors, c'est le cas pour les systèmes SD1, on a les 6 cultures tous les ans. C'est le cas pour SD2, on a les 6 cultures tous les ans, enfin les 6 termes. Pour TS1, on a presque tous les termes. Globalement, je crois qu'on en a 9 sur 12, mais les 2-3 qui manquent, ils sont dans la zone mixte. Je vous ai dit que du coup, on avait des systèmes, une zone TS et une zone, je reviens sur ma diapo, une zone TS. Dans la zone TS, on a par exemple 10 ou 11 parcelles dans un système. Et donc, du coup, dans la zone mixte, on en a 3. Et donc, du coup, on met les autres cultures qui nous manquent dans cette zone. Donc, on a presque tous les termes de la rotation tous les ans. D'accord. Est-ce que dans la grande… Est-ce qu'il y a un objectif d'un couvert systématique des sols, même en système travaillé? Tu veux répondre, Pascal ou… Oui, alors, pour les cultures en interculture courte, non, ce n'est pas systématique parce que là, on est plutôt sur des actions de déstockage de graines, travail superficiel. Par contre, dès qu'on arrive sur des couverts, enfin, ça, ce n'est pas systématique. On a… Alors, soit la gestion par des travaux de surface pour gérer les levées d'adventices et déstocker les graines, ou alors des couverts courts, mais ça fait 3 ans qu'on n'arrive pas à les implanter à cause des étés secs. Donc, pour le moment, on n'a jamais encore vraiment vu leur effet. Et puis, on a les couverts avant culture de printemps, où là, ils sont obligatoires, mais à condition qu'ils poussent, et qui sont soit détruits par du travail profond à dents, sur des périodes hivernales de gel sur novembre, décembre, ou alors par du labour de novembre. Donc, mais il y a quand même une grosse surface de couvert, mais qu'on a quand même beaucoup de mal à réussir. Alors, du coup, sur la partie SD où le couvert est un levier primordial, on s'est autorisé l'irrigation au moins pour le faire lever. Dans le système semi-direct permanent uniquement. Oui. En fait, ça fait partie des choses qu'on a beaucoup discutées. Parce que Pascal, dans son expérience tout à l'heure, il vous a dit, parce que la question lui a été posée, de savoir s'il irriguait ses couverts. C'est vrai que nous, on est en période d'interdiction très souvent à ce moment-là. Et en plus, on a envie d'irriguer nos sojas, on a d'autres cultures qu'on veut irriguer. Et on s'est posé la question de savoir s'il fallait qu'on irrigue des couverts. Et donc, on se posait notamment la question de la cohérence agronomique qu'il pouvait y avoir derrière ça. C'est-à-dire,
fertiliser des couverts, irriguer des couverts. Ce sont des très bonnes questions. Mais la question, c'était de savoir quel était le raisonnement agronomique qu'il y avait derrière et quels étaient les services qu'on en attendait. Dans le système SD2, on a le droit au scalpage. Donc, si le couvert ne se développe pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'eau, on peut toujours, et donc il y a des adventices parce qu'elle pousse quand même, du coup, on peut toujours gratter le sol parce qu'on considère la parcelle comme n'étant pas dans un état dans lequel on peut semer. Dans le système SD1, la couverture végétale, elle est primordiale. Après, ça alimentera des questions qui montreront dans d'autres sphères de savoir s'il vaut mieux mettre de l'eau ou mettre autre chose. Ça, c'est une autre question. Mais du coup, en fait, on a considéré que c'était important de couvrir les sols et d'assurer l'implantation de nos couverts. Donc, dans le système SD1, on sème le plus tôt possible derrière la récolte et on irrigue pour assurer l'implantation. Dans le système SD2, on fait comme dans les systèmes TS, on attend l'eau pour pouvoir semer. Et cette année, c'est un exemple typique où du coup, on a réussi à faire un petit peu de biomasse. C'est les vidéos que vous avez vues tout à l'heure dans l'essai avec 2 tours d'irrigation, difficilement. Et alors que dans les systèmes dans lesquels il n'y a pas eu d'eau, on a semé très tard, début septembre, et on a fait quelques grammes de biomasse. Et malgré tout, avec une irrigation pour la levée sur les systèmes SD1, les mois d'août et septembre ont été tellement chauds et secs qu'on a des petites biomasses qui ne remplissent pas leur rôle de couvert étouffant. Donc, du coup, sous ces couverts-là, tout lève, les repousses de culture, mais aussi les adventices, les chardons. On n'arrive pas à avoir ces couverts à 5-6 tonnes de matière sèche qui poussent spontanément et qui étouffent le couvert. Donc, ça reste quand même très compliqué d'avoir des gros couverts étouffants. Justement, il y a une question concernant les couverts et la destruction des couverts. Là. D'ailleurs, je pense que les vidéos, pour moi, n'est pas très bien passée, donc j'invite tout le monde à aller les voir sur le site. Okay. Parce que ça buguait un petit peu, je pense. Sinon, donc là, je reviens sur la question sur les couverts, savoir s'il y avait prévu des mesures de reliquat azoté par rapport aux différents passages d'outils. Oui, en fait, il y a des prélèvements qui sont faits. On évalue notamment dans cet essai-là la microbiologie du sol à différents pas de temps court et pas de temps long pour regarder les effets. Est-ce que ça bouleverse la communauté microbienne? Est-ce que cette communauté microbienne se récupère de cette perturbation? Et donc, du coup, il y a plusieurs timings de prélèvement et qui sont globalement positionnés entre avant hiver, après hiver. Et quand on fait des mesures, des prélèvements de sol pour faire de la microbiologie des sols, on est obligé de faire tout un tas de mesures de paramètres physico-chimiques des sols, qui sont d'ailleurs les premiers drivers des communautés microbiennes, les premiers facteurs qui modifient les communautés microbiennes. Et donc, de ça, on fera des mesures de quantité d'azote, carbone, reliquat, azoté, etc., etc. Les vers de terre aussi. Et voilà, il y avait une question aussi sur les vers de terre. Les vers de terre, par contre, les pas de temps sont différents. Parce que pour évaluer l'effet, il faut faire avant et après destruction. Donc avant, ça a été fait la veille. Après, ça a été fait 7 jours après destruction. Et les études démontrent qu'au-delà, on voit plus. Enfin, c'est pas qu'on voit plus, c'est on n'évalue plus l'effet de la destruction. On évalue l'effet de la recolonisation de l'habitat par les vers de terre. Donc pour montrer l'effet de la destruction sur les vers de terre, il faut le faire à 7 jours d'intervalle, et c'est ce qu'on a fait. On a prélevé toutes les modalités avant et 7 jours après. Et on a fini d'émietter nos tonnes de terre et de compter les vers de terre. Il y a une question concernant les infrastructures agroécologiques. Là. Est-ce qu'il y a des résultats ou est-ce que c'est trop tôt significatif sur les adventices aux ravageurs? Et est-ce qu'il peut y avoir un retour vers un conseil agriculteur ou pas? Alors, en fait, j'ai une double réponse. J'ai une réponse qui concerne Cassis et qui est assez claire. C'est beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'on collecte des données depuis la première année sur la flore adventice. On fait des inventaires dans les parcelles et dans les bordures, sur les auxiliaires. Je ne vous ai pas montré les protocoles, mais vous verrez le diaporama. Nos protocoles permettent de faire des évaluations dans l'infrastructure, en bordure du champ, à l'intérieur du champ, pour savoir s'il y a du flux d'organismes. La seule observation que l'on a sur Cassis aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques endroits où il y a une espèce des bandes fleuries qui est rentrée dans quelques parcelles, notamment l'anthémis des teinturiers là, qui est une espèce vivace et qui est rentrée à 2-3 endroits dans des parcelles.
On ne sait pas bien pourquoi. Peut-être qu'il y a des modes de gestion qui l'ont fait disperser et s'installer dans les parcelles. Parce que un des enseignements qu'on a eu, c'est qu'on a installé les bandes enherbées et les bandes fleuries, donc plutôt dans les bordures de champs, donc plutôt dans des zones où il y a beaucoup de diversité végétale, on va l'appeler comme ça, beaucoup de diversité végétale par nature dans les bordures de champs. Et donc la première année s'exprime ce qu'on a semé, si les conditions sont bonnes, plus tout ce qu'il y a dans le stock semencier. Et dans le stock semencier, il y avait aussi beaucoup d'adventices que l'on ne voulait pas voir se maintenir sur le long terme dans les parcelles. Il y avait des repousses de culture, d'orge, il y avait des folles avoines, il y avait des choses comme ça, et qui pouvaient étouffer notre mélange. Et donc, la première année, on en a eu une gestion un peu particulière, c'est-à-dire qu'on a battu les bandes enherbées vers la fin du cycle, de manière à exporter toutes ces grosses graines d'orge et d'avoine, etc., et de recracher derrière la machine les petites graines des bandes fleuries pour qu'elles se ressèment d'elles-mêmes. Et peut-être qu'on a un petit peu dispersé à quelques endroits, mais c'est très léger, certaines espèces. Par contre, j'ai un élément de réponse qui est du coup plutôt par des expériences antérieures sur ces infrastructures. On sait que par rapport aux auxiliaires de culture, ils ont une distance de dispersion qui n'est pas infinie. Les carabes, par exemple, qui prédatent des graines, dont 20% des espèces sont granivores et la majeure partie sont omnivores, dispersent rarement à plus de 50 mètres des infrastructures. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut des infrastructures qui se touchent tout le temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des trous entre ces infrastructures-là de 20-30 mètres. Mais en gros, pour pouvoir se disperser dans un paysage, il faut quand même un maillage relativement dense. Et il y a des études qui démontrent qu'en dessous de 10% d'infrastructures paysagères, on n'en voit pas forcément les bénéfices. Pour ce qui est de la flore adventice, il est démontré que les bandes enherbées, les bordures de champs peuvent être des sources d'adventices à l'intérieur des parcelles. Par contre, la gestion que l'on a appliquée, a priori, a été démontrée dans des études, notamment dans le Gers, que j'avais mené avec la Fédération des chasseurs, où cette gestion différenciée des premiers mètres qui sont en bordure du champ versus ce qui est un peu plus loin le long de la haie ou de la ripisylve, ou je ne sais pas, permet vraiment de maintenir de la biodiversité végétale tout en limitant la dispersion à l'intérieur des parcelles. Puis pour ce qui est des ravageurs, on n'a pas vraiment de réponse. Il y a fort à parier que s'il y a des auxiliaires qui dispersent à l'intérieur des parcelles, ces infrastructures-là aussi peuvent être des sources de ravageurs. La question qu'on se pose du coup et qu'on cherche à alimenter, c'est l'équilibre entre les deux. Est-ce qu'on favorise plus l'un que l'autre? Il y a une question sur la fertilisation, là, le fait que quel est l'impact de la non-fertilisation? Alors, PEK, mais aussi azote. Est-ce que vous avez déjà des effets ou pas? Alors, sur les récoltes où la fertilisation azotée peut être marquée, c'est colza, céréales. Oui, le système en TS2, travail du sol sans azote. Les colza, on a nettement vu les rendements décrochés. Un peu moins marqué peut-être sur les céréales. Alors après, attention, ça n'est vraiment que en 2018, enfin, la récolte 2019, elle est quand même issue de la mise en place en 2018 où tout s'est mis en place quasiment sur du labour. Donc, la récolte 2019 n'est pas une récolte issue de semi-direct et c'est seulement la récolte 2020 où, à l'automne 2019, a commencé de se mettre en place des sols non remaniés pour le TC, pour le semi-direct et puis des cultures avec ou sans labour pour les parties en travail du sol. Donc, du coup, c'est très, très prématuré pour pouvoir donner des rendements qui soient impactés par les pratiques qu'on a mis en place. Du coup, on a globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a globalement des rendements. Alors, on est quand même dans des années où on est très impacté par des ravageurs partout dans la plaine et même les conventionnels. Donc, on a certaines cultures où on a des rendements qui ne sont pas complètement ridicules, mais on est globalement dans des rendements qui se rapprochent de ce qui se produit en agriculture biologique, parfois un petit peu plus dans certains systèmes. Par contre, par rapport à ta question, Patrice, avec et sans azote, de fait, les premières années, ça décroche énormément. Puisque l'objectif de ce système-là, c'est de faire entrer de la fertilité dans les sols par des moyens qu'on a essayé de mettre en œuvre à l'échelle du système de culture. Et cette fertilité, elle n'est pas là au départ. Et donc, du coup, on a des différences de rendement, on a des différences de couverture végétale.
Et on a très bien vu que les mélanges que l'on avait conçus, parce qu'on a 4 variétés de blé qui sont mélangées, avec des profils de résistance maladie, etc., résistance cécidomie, rendement, blé panifiable, etc., ils ne se comportaient pas de la même manière dans les systèmes TS1 et TS2, donc avec et sans fertilisation. Ce qui nous a amené dès la deuxième campagne à reconcevoir nos mélanges de variétés. Et on a un mélange spécifique TS2, donc sans azote, plutôt avec des variétés issues de l'agriculture biologique, à un pouvoir couvrant plus important, une dernière feuille étalée qui vient couvrir cet interrang, et un mélange TS1, donc avec fertilisation, où là, du coup, on peut compter sur la fertilisation et donc sur un plus fort développement de la végétation. J'ai un exemple là sous les yeux, les colzas. On vous a montré la photo tout à l'heure des colzas SMEA 45. Donc il y a une parcelle qui est avec azote, l'autre qui est sans azote. La parcelle sans azote, c'était un précédent blé-févrole avec peu de févrole dans l'association blé-févrole parce que les févroles se sont mal développés, surtout à cause du printemps sec. On a une biomasse de colza au mètre carré, enfin biomasse et plants de compagne de 580 grammes. L'autre parcelle dans son système avec fertilisation azotée, mais qui n'avait pas eu d'azote pour autant, parce que le précédent c'était de la févrole de printemps, mais du coup un système fertilisé et le précédent févrole, on se retrouve à 1500 grammes, donc quasiment à 3 fois plus de biomasse au mètre carré. Le semis le même jour, le même mélange, les mêmes plants de compagne et la même densité de semis, et quasiment les mêmes pratiques culturelles. Donc, il y a quand même… Ce que dit Pascal, ça illustre un principe qu'on dit tout le temps, parce qu'on nous pose tout le temps la question de savoir pourquoi on ne s'est pas mis dans le cadre de l'agriculture biologique. Parce que dans beaucoup de systèmes, on n'en est pas très loin. Les gens nous disent, vous avez fait le plus dur. Enfin on ne l'a pas encore fait le plus dur, mais tout du moins, on n'utilise pas de produits phytosanitaires. Il faut juste visualiser qu'au-delà du fait de ne pas se mettre dans le cadre d'un cahier des charges qui nous contraindrait en termes d'expérimentation, même si il serait rémunérateur par ailleurs, l'utilisation de la fertilisation azotée, c'est aussi un levier pour rendre des plantes qui soient fortes à certaines périodes de l'année face aux attaques de bioagresseurs. Et là, c'est typiquement l'exemple sur le colza, ou par exemple dans les systèmes semi-directs, où nos colzas venant derrière des orges de printemps, pois de printemps, où les colzas peuvent se développer dans des repousses d'orges de printemps, qui du coup les couvrent, mais qui du coup leur bouffent aussi une petite partie de l'azote. Donc la fertilisation azotée, c'est aussi pour nous vraiment un levier de rendre les plantes agressives vis-à-vis de leurs bioagresseurs. Et il y a une question, est-ce que vous tenez compte du cours des cultures finalement pour choisir vos rotations? Est-ce que ça impacte un petit peu ou pas comme le ferait un agriculteur? Non. Non. Non, parce que on va aussi développer des cultures qui sont encore pas dans les filières locales. Ou qui sont très marginales dans les filières locales. Aujourd'hui, par exemple, en Bourgogne, on commence de voir apparaître du sorgho. J'ai dit qu'on n'en cultivait pas parce qu'en fait, il n'y avait pas du tout le débouché. Et si on en cultive, il faut quand même bien pouvoir le livrer quelque part. Donc, bon, il se peut bien que l'année prochaine, le sorgho remplace le maïs parce que du coup, on sera autonome pour la récolte et puis c'est quand même un peu moins exigeant en eau que le maïs dans nos contextes d'été très séchants. Mais on va pas… Si ça doit se mettre en place, si ça doit avoir des impacts positifs, peut-être que les prix évolueront et que les filières se développeront. On est dans l'expérimentation, on est dans l'exploratoire, donc on peut pas se bloquer sur des cours, sur des marchés. Le cas du millet, voilà, cette année on a semé du millet par exemple, ça se développe tout doucement, etc. C'est une question qui nous a été posée au départ. Est-ce qu'on se contraint par rapport à ce qui est disponible actuellement? Alors en termes de conception, c'est pas du tout contraint. S'il y avait une culture qui avait des intérêts agronomiques, etc., ben, on l'a réfléchi et voilà. Et par contre, on réfléchit quand même à nos débouchés. C'est-à-dire que vu qu'on veut vendre auprès de la COP, avant de semer, on questionne de savoir si on va pouvoir vendre, quoi. J'ai une remarque, parce que j'étais surpris, à un moment sur le titre d'une de tes diapos, il était écrit « Modification du paysage de l'UE ». Alors moi c'était l'Union européenne, tu vois, avant de penser à l'Union. C'est une notion paysagère, l'Union européenne. Mais… Tout à fait, donc je me suis dit, voilà, et ça me ramène à une autre question, c'était quel est l'impact ou quelle est la relation que vous avez justement avec les décideurs, avec ceux qui nous font les lois, les règles, la future PAC, etc., par rapport à votre système qui est en place, à vos premiers résultats?
Alors, en fait, on a une relation, j'ai envie de dire, sûrement pas très, très différente de certaines instances agricoles, dans le sens où, à titre personnel, on n'a pas le numéro du ministre de l'Agriculture, on n'a pas plus de relations. Par contre, en tant qu'INRAE, on a un rôle de fait, on a un rôle, on est un organisme de recherche, on fait des expérimentations, vous l'avez vu ici, on se met dans un cadre en rupture. On teste des choses et donc du coup, ça peut nous arriver de recevoir des personnalités politiques. Je dois avouer que sur les 3-4 dernières années, on a plus reçu de groupes d'agriculteurs et notamment avec l'histoire du glyphosate, etc., que de politiques. Mais cette relation-là, elle nous permet de rappeler 2-3 choses qui, pour nous semblent très, très importantes. Et qui, mine de rien, ont parfois du mal à passer dans les esprits. La première chose, c'est que ce qui est fait ici, on leur montre toute la complexité des réflexions qu'il y a eu derrière. Leur montrer qu'en fait, on a été obligé de penser à tous ces trucs-là et qu'on n'est même pas sûr que ça fonctionne complètement, qu'on va le mettre en œuvre, que ça demandera du temps. Parce que la première question qui nous est posée, c'est quand est-ce qu'on aura des réponses, combien de temps va durer le dispositif. On part sur un dispositif de long terme, on n'a pas commencé, qu'on nous demande quand est-ce qu'il faut qu'on finisse. Donc et c'est bien de se poser cette question-là. Et la deuxième chose, le type de discussion que l'on a avec eux, c'est aussi de leur montrer des choses simples sur le fait que des pratiques, nous on a eu une approche de reconception profonde des systèmes de culture pour atteindre ces objectifs qui sont très ambitieux. Et donc de leur montrer que par exemple, substituer des pratiques par d'autres, des fois ça ne marche pas complètement. Et typiquement, ça nous est arrivé de sortir des bineuses, des RC-tri et des choses comme ça pour expliciter que ça, ce n'était pas des méthodes alternatives au glyphosate, par exemple. C'est des méthodes de désherbage, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais n'étant pas appliquées au même moment, aux mêmes périodes, pour les mêmes objectifs, ça nous a permis d'avoir des discussions avec eux sur, c'est pas parce que ça gère les adventices et que c'est des outils de désherbage que c'est des méthodes de substitution. Et donc, du coup, d'avoir comme ça des débats très terre à terre, dans les champs, hein, enfin, à chaque fois qu'on reçoit des gens, c'est une toute petite partie en salle et très rapidement dans les champs, d'avoir ce genre de discussion sur qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, comment on fait là pour commercialiser ces blés pois, toutes ces associations, ces mélanges, ces plants de campagne qui ne gèlent pas, etc., etc. Donc, du coup, avec une vision filière aussi, etc. Et de leur montrer toute la compétition qu'il y a derrière. Donc, en fait, on y va, enfin, plus du moins, c'est un peu ma philosophie à moi. J'y vais avec deux ambitions. L'ambition de faire passer des messages clairs et de les faire repartir avec la tête embrouillée. La tête embrouillée de la complexité que ça demande. Oui, oui. Tu vois ? Pascal a témoigné aussi que sur son exploitation, c'était beaucoup, beaucoup de temps de réflexion, de suivi, etc. Et on constate la même chose sur Cassis, quoi. Mais j'espère qu'on aura le temps, avec plusieurs années qui s'enchaînent, et qu'on ne va pas nous demander des résultats tout de suite. Que les prochaines échéances électorales, par exemple, ne seront pas à nous harceler de questions pour donner des solutions qui d'ici 2 ans, on n'aura pas, il ne faut pas se leurrer. Ouais. Et puis j'ai oublié de citer le point important aussi et que je voulais dire, c'est que ce qu'on essaye de leur mettre dans la tête, c'est que l'agronomie, ça reste la science des localités et que ce qu'on apprend sur Cassis, on l'apprend sur Cassis et ça peut servir en termes de réflexion à d'autres personnes, mais que la France n'a pas vocation à passer à la mode Cassis et que ce qu'on y apprend là, ce n'est pas des recettes. Et ça, en fait, c'est hyper important de le mettre dès le départ sur la table et fortement. Enfin, parce qu'en fait, ça peut très, très rapidement prendre l'idée. Tu vois, typiquement, on teste des systèmes sans aucun travail du sol, sans aucun produit phytosanitaire. Ça ne veut pas dire que c'est possible. Tu vois, et ça veut simplement dire qu'on est en train de tester. Et donc, quelque part, on se met exactement dans le même bateau que les quelques agriculteurs qui essayent, qui peut-être aussi n'y arrivent pas. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est INRAE qu'on a plus de légitimité ou plus de raisons de réussir que les autres. Simplement, nous, notre objectif, c'est d'objectiver, de mesurer, de faire plein de suivis, d'enregistrer les pratiques, de faire plein de choses comme ça, de faire des petits essais bac à sable où on teste plein de choses, puis après de les mettre en grande parcelle.
Ça, c'est notre rôle et notre objectif. Ce n'est pas le même qu'un agriculteur, on n'a pas le même objectif. Mais ce n'est pas parce qu'on teste que ça veut dire qu'on réussit et qu'on essaye. Et ça, je crois vous l'avoir dit la dernière fois quand je suis venu à AgroRéseau 64, que ça nous est déjà arrivé de recevoir des politiques et qui, après tout notre joli discours, repartaient en disant « Preuve est faite qu'on peut se passer du glyphosate après notre visite sur Cassis ». Ben, ce n'est pas vrai. Je le redis là, ce n'est pas vrai. On ne le sait pas faire et on apprend de nos réussites, de nos échecs, de nos observations et on est là pour discuter avec les agriculteurs. Est-ce que le TS2 sans azote exogène peut s'apparenter à un système en agriculture biologique? Presque. Presque. On fertilise soufre, la moutarde et le colza. Oui, mais les bio, quand c'est des cultures qui valorisent, ils mettent des fientes, ils mettent un peu d'azote organique, que ce n'est pas notre cas. D'accord, ouais. Okay. Mais du coup, nous, effectivement, presque, parce que c'est le seul engrais minéral que l'on met. Et sinon, voilà. Quelqu'un dit qu'il y a aussi d'autres plateformes longue durée qui existent dans le 21, que l'on connaît bien. Plateforme Artemis. Oui. Oui, c'est une très bonne pub d'ailleurs que j'accepte volontiers parce qu'en fait, Vincent Vaccari, en l'occurrence, qui anime le club agroéco à Dijon Céréales et Dijon Céréales a une grosse activité expérimentale, notamment sur les plateformes Artemis, des essais systèmes longue durée qui évoluent sans cesse en termes de thématiques, des nouveaux essais en agriculture biologique, des essais en semi-direct, etc. Et d'ailleurs, récemment, dans le cadre d'un projet agroécologie en Bourgogne-Franche-Comté, Dijon Céréales et l'INRAE et Dijon étaient partenaires dans l'objectif de rapprocher ces différentes expériences. Et Vincent est souvent invité à participer à nos réunions, nos essais, etc. Et on partage nos expériences. Ça fait partie d'une dynamique régionale qui est hyper intéressante et qu'on souhaite continuer. Il n'y a pas de fin de Cassis? De fin d'Azat ou de fin… Non, de fin, ça a démarré 2018. Il n'y a pas une échéance, on ne vous demande pas, on revient un peu à la question de tout à l'heure. Ouais. Il n'y a pas une idée que dans 10 ans, il faut que ce soit… Non, il y a des… on ne nous le demande pas, voilà, pour être très clair à ta question. Tout le monde a conscience du fait qu'on est parti sur un objectif ambitieux et qu'on a on aura des réponses à des échéances très courtes et d'autres dont on aura besoin de temps pour les mettre en œuvre. Après, il n'y en a pas aussi parce que l'INRA paye les salaires de nos agents. La pérennité du dispositif, c'est aussi qu'on puisse alimenter en termes de projets de recherche toutes les questions qu'on se pose. Toutes les mesures qui sont faites, les non permanents que l'on a, etc., sont financées sur des projets de recherche. Donc, charge à nous de rendre dynamique cette démarche-là et ce sera aussi notre seule raison d'exister. Par contre, on a quand même fixé des échéances. Notamment, par exemple, il y a un certain nombre d'objectifs dont on leur donne une notion temporelle. Par exemple, la performance économique. On assume que les premières années, vis-à-vis des objectifs que l'on a assignés à nos systèmes, on puisse avoir une baisse de productivité. Typiquement, les systèmes TS2, la fertilité n'est pas là. Peut-être qu'elle n'arrivera jamais, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de la faire rentrer dans les sols. Par contre, du coup, on a fixé des objectifs de rentabilité équivalents à nos agriculteurs voisins. Donc, on verra du coup le gap que l'on accepte à un horizon de 10 ans. Donc, du coup, ça nous donne des échéances. Là, on voit qu'on a des rotations qui font 6, 12 ans. Voilà. En fait, cette rotation de 12 ans, si on la regarde bien, elle est encore là. C'est en fait une rotation de 10 ans de 6 ans qui est découpée en deux. Simplement, la fin de la rotation, il y a des cultures qui diffèrent parce qu'on a besoin de cultures pour faire des essais analytiques tous les ans. Des oléos de printemps, d'hiver, de printemps. Donc, du coup, on voit que dans tous nos essais, gestion de la flore adventice, ce n'est pas en 3 ans que ça se règle la question, comme le disait Pascal tout à l'heure. Donc, il nous faudra forcément du temps. Donc, on est parti forcément sur du long terme. Après, il y aura forcément dans cette histoire-là de Cassis des petites fins, des petites morts, des petites renaissances. Pascal a dit tout à l'heure qu'en tant qu'agriculteur, il allait être en retraite bientôt. Il sera aussi de fait en retraite pour l'INRAE. Ce sera une petite fin pour Cassis et voilà, il faudra renaître de nos cendres de Pascal. Mais voilà, l'objectif, le projet, il est parti pour a priori assez longtemps. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
à venir. Donc, pas question de remettre l'élevage alors, hein, si j'ai bien compris. Alors, tu nous remets les… Pascal, il ne veut pas prendre quelques brebis à la retraite. Non. En fait, la question se pose tout le temps. Les gens nous disent pourquoi vous n'avez pas mis d'arbres, enfin on a mis des, mais pourquoi vous n'avez pas mis d'agroforesterie? Est-ce que c'est parce que vous niez le rôle de l'arbre dans les systèmes? Non, la réponse est non. Pourquoi vous ne mettez pas d'élevage? Pourtant, l'élevage, quatrième pilier de l'agriculture de conservation des sols. Non, mais on est d'accord, il y a plein d'intérêts à l'élevage. On a 18 personnes sur le domaine expérimental. On n'a pas spécialement envie de remettre des animaux qui nous appartiendraient avec des gens qui font de l'animal, etc. On pourrait très bien utiliser des animaux dans le territoire. Ça, c'est une possibilité. Sauf qu'en fait, au final, dans tout ça, on a décidé de ne pas en remettre pour se mettre dans un cadre non associé à l'élevage, d'essayer de concevoir des systèmes de culture où, a priori, on vend à la coopérative voilà, des cultures enfin, voilà, à viser alimentation humaine principalement. Et aussi avec l'idée de se dire qu'on voulait s'adresser à des agriculteurs de plaine qui n'ont pas spécialement envie de remettre de l'élevage dans leur dispositif. Par contre, et j'en profite pour faire la pub de ce dispositif, auquel on est très lié, on a saisi l'opportunité de répliquer la mode Cassis, on va dire ça comme ça, sur le domaine expérimental de Bourges, sur la plateforme qui s'appelle ABY, Agroécologie en Berry, où là-bas, eux, c'est un domaine de génétique animale et donc ils ont des animaux, et notamment des moutons et des chèvres. Et donc, du coup, on a répliqué des systèmes là-bas, notamment le système SD2, semi-direct non permanent, et le système TS1, travail du sol avec ASAT, avec ou sans élevage. Et donc, on a fait exactement la même chose que ce qu'on a fait là. C'est-à-dire qu'on a refait des ateliers de conception avec les coop, les chambres, les instituts techniques, etc., locaux, les agriculteurs locaux. Et on a reconçu des systèmes de culture avec leurs problématiques locales de ravageurs, de type de sol, etc. Et on a décliné les systèmes quand ils avaient de l'élevage ou quand ils n'avaient pas de l'élevage. Donc, l'élevage est mobilisé pour le pâturage découvert, pour le pâturage de luzerne, etc. Le digesta est rapporté sur les parcelles. D'accord. Okay. Allez, peut-être une toute dernière question pour Pascal. Comment vous semez le soja? On s'inquiète Oui, de savoir si vous êtes capable j'ai de vu faire le passer soja ou pas. j'ai vu passer la question. Alors, en travail du sol, il est semé à 45 au semoir de précision. Et puis, dans les parcelles SD1 et SD2, semi-direct, il est semé au semoir semi-direct à disque, semoir John Deere, 750A. Et comment vous faites entre les rangs alors? Alors, sur la partie travail du sol, c'est biné. Enfin, biné, il y a toute la panoplie des outils des herbages mécaniques. Le soja, on intervient souvent au stade cotylédon à la RC trille, et puis on poursuit à la bineuse. Et pour finir, quelquefois à l'essimeuse, quand on n'a pas réussi à tout maîtriser. En SD1, eh ben, de toute façon, on sème et je vais dire, on regarde. C'est plus compliqué. En SD2, le scalpage, quand on a un couvert conséquent qui s'est développé, qu'on a sursemé pour avoir un prolongement de la couverture jusqu'au mois d'avril, mais le scalpage ne va pas permettre de faire du désherbage mécanique derrière. Donc, du coup, là encore, on ne peut pas intervenir mécaniquement sur le soja, d'où le semis plutôt à écartement plus réduit pour qu'on ait plus vite une couverture du sol. Ok, très bien. J'avais une autre dernière question pour moi, mais j'ai vu que vous avez fait intervenir à un moment un trieur à façon. Oui. En fait, il n'y a pas de trieur alors que vous faites beaucoup de cultures associées. Alors, ça suppose un investissement et ça suffit pas. S'il y a beaucoup de cultures à travailler, il faut des cellules de stockage. Il faut toute une chaîne de travail du grain. Ça dit fosse, ça dit boisseau, ça dit convoyeur, ça dit quelques centaines de milliers d'euros d'investissement. Alors aujourd'hui, on voit les OS qui commencent à s'équiper, surtout pour le bio, parce que les cultures bio, ils sont un peu comme nous, ils associent des cultures. Il y a le groupe Soufflet qui est en train de monter une unité à côté de Nogent qui va réceptionner ces mélanges. Notre partenaire Dijon Céréales, l'an dernier, il a un peu tiqué pour
pour nous récupérer nos pois févroles, nos blés pois et nos orges de pois. Bon, cette année, avec leur fabricant d'aliments du bétail, alors ça part en aliments du bétail pour le moment, c'est encore pas valorisé sur les filières alimentation humaine, parce que les chaînes de tri doivent être vraiment hyper au top, hein, se terminer par un trieur optique. Bon, aujourd'hui, c'est utilisé pour les productions de semences, c'est pas encore utilisé pour les productions alimentaires, parce qu'il y a de la disponibilité et qu'il n'y a encore pas beaucoup d'apport de ces récoltes-là chez les OS. Mais ça commence. C'est aussi une question de priorisation à l'échelle de l'UE, de l'unité expérimentale, des choix d'investissement. J'ai vu passer une question là, sur la gestion des repousses des menus pailles, des repousses par les menus pailles. On a l'intention de changer la moissonneuse-batteuse, potentiellement de pouvoir l'équiper d'un sac à dos là, pour récolter les menus pailles et de pouvoir les exporter, ce qui permettrait potentiellement d'en faire une valorisation, de gérer les repousses de culture, les petits grains, peut-être certaines adventices qui sont encore sur pied, même si on n'a pas trop de problèmes de régras. Et puis voilà, on s'est équipé de petits matériels récemment pour rouler les couverts, etc. Et donc du coup, c'est vrai que la chaîne de tri, pour l'instant, quand on voit le travail que ça demande et l'organisation derrière, ça ne fait pas partie des priorités posées par le directeur et la directrice adjoint et l'équipe au domaine expérimental. Très bien. Merci à tous les deux. On est dans le timing dépassé comme prévu. S'il y a d'autres questions, j'invite les gens à les poser par mail ou à nous les faire remonter et puis on pourra vous les faire remonter. Et on a bien compris qu'on va se revoir dans quelques années avec un peu plus de résultats, mais que nous sommes patients parce que c'est un gros travail. Merci à vous deux pour ce beau webinaire, très intéressant, complet. Et puis complémentaire dans les deux interventions. Donc, merci beaucoup. J'invite tous les participants à suivre la suite de notre semaine. Donc, demain, on sera sur le terrain avec Frédéric Thomas sur une plateforme de couvert le matin. Il fera très beau, peut-être. Et sinon, on se retrouvera aussi en webinaire jeudi matin à partir de 10h avec Frédéric Thomas. On parlera agroécologie et puis il nous parlera aussi de son exploitation agricole. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et encore merci à Stéphane et Pascal pour leurs interventions. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous et bonne fin de journée également et bonne fête de fin d'année.